Juste avant d'accueillir Richard Vassakos, historien montpelliérain, un petit mot concernant la circulation, parce qu'il y a une nouvelle mobilisation des VTC ce matin à Montpellier, et il y a une opération escargot, donc ils sont au niveau du rond-point du Zénith, et ils prennent donc l'autoroute en direction de l'Espagne. Donc voilà, si vous êtes dans le secteur, ne soyez pas surpris, ça bouchonne, c'est un petit peu le bazar ce matin. 04 67 58 6000. Guillaume. Nous recevons donc ce matin Richard Vassakos, historien montpelliérain, auteur de Juliette et les visages de la résistance en Biterrois. Bonjour Richard Vassakos. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est pas votre premier ouvrage dont on va parler ce matin. Vous avez publié en 2018 La République des plaques bleues. En 2021, La croisade de Robert Ménard, une bataille culturelle d'extrême droite, un livre qui avait fait beaucoup réagir. Et puis Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon, c'est votre dernier ouvrage en 2022. Et là, vous publiez aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, ce petit livre par la taille, mais grand livre parce que vous y racontez, Juliette et les visages de la résistance en 1944 en Biterrois. Résistance biterroise, et c'est le jour où il faut qu'on en parle, pour d'autres raisons aussi, qui était vraiment très active à l'époque, il faut le dire. Peut-être plus qu'ailleurs en France d'ailleurs. Alors, pas nécessairement plus qu'ailleurs, mais en tout cas... Par rapport à d'autres endroits de France. Il y a des endroits qui ont moins résisté, d'autres davantage, mais en tout cas, l'Ouest héros, et singulièrement le village de Capestan et le secteur de l'Ouest de Béziers, était un terreau fertile. Oui. Au niveau de la résistance. Parce que c'est ce midi rouge que vous décrivez aussi dans le livre. Oui, tout à fait. C'est des révoltes vigneronnes du début du siècle. Tout à fait. C'est une terre d'opposition séculaire, si je puis dire, puisque les Capestanais et les Biterrois s'étaient révoltés contre Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Il y a eu également la révolte de 1907, où il y a eu des manifestations très importantes. Et puis également dans les années 30, il y a de grandes grèves agricoles. Il y a la grande grève de 33 à Capestan, qui, d'une certaine façon, je ne dirais pas préfigure le mouvement de résistance, mais on retrouve des pratiques qui sont utilisées dans le quadrillage du village. Ça, en tout cas, l'acte de résistance est dans l'ADN. Tout à fait. De cette partie-là de la population de l'Ouest héroltais. Et alors, vous y racontez donc un fait bien précis qui se déroule dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, c'est-à-dire quelques heures seulement après le débarquement en Normandie, et qui est donc l'exécution. Alors, l'arrestation d'abord de 23 résistants, enfin 22 résistants et d'une résistante, et l'exécution de 18 d'entre eux quelques heures après à Béziers. Oui, très, très exactement. C'est un groupe de 72 résistants qui part rejoindre le maquis La Tourette, qui se trouve dans l'arrière-pays. Est-ce qu'on leur a demandé de le faire ? Oui, voilà. En fait, il y a des messages qui sont envoyés par la BBC depuis le début du mois de juin et qui déclenchent en fait les plans de sabotage. Les fameux Français parlent aux Français. Voilà, exactement. Et qui déclenchent la mobilisation, le plan de guérilla, si vous voulez. Et donc, ils apprennent ça entre le 1er et le 5. Et donc, il y a d'abord une mise en alerte, puis un départ pour le maquis, ce qu'on appelle la montée au maquis, qui se déroule dans la journée du 6. Et donc, on fait les préparatifs dans la journée du 6. Et le soir, donc, ils partent pour rejoindre le maquis. Et ils sont interceptés au col de Fongeun. Et donc, 5 sont tués et 18 sont capturés. Et les 18 sont exécutés le lendemain au Champ de Mars à Béziers. Thomas Pinaroli vient de nous raconter l'histoire dans le journal de 8 heures. Quand je dis que c'est en lien direct avec le débarquement, c'est que ça intervient quelques heures après et que ça faisait partie des opérations qui étaient demandées à la résistance, justement pour accompagner le débarquement des Alliés en Normandie. Absolument. On peut estimer que c'est une opération aussi d'intoxication, parce que dans toutes les têtes, il y a la possibilité d'un deuxième débarquement dans le Midi. Les résistants en sont persuadés, et les Allemands n'en sont pas nécessairement persuadés, mais pour eux c'est une hypothèse qui les met en insécurité, et avoir sur ces arrières des mouvements de résistance qui peuvent les harceler et mener des opérations, c'est absolument intolérable. Et effectivement, c'est ce qui explique la répression et la radicalisation de la répression. C'est ce que Thomas Fontaine, l'historien, appelle la fin de l'épuration, de la répression à visage légal. Et donc là, on exécute sans autre forme de procès. Alors il y en a 5 qui sont tués durant cette embuscade, on va dire, et 18 autres qui sont donc fusillés le lendemain après-midi, le 7. Donc demain après-midi, on va dire, en début d'après-midi, je crois. À 14h. Sur le Champ de Mars à Béziers, devant la population. Oui, alors. Devant la population. Les Allemands rassemblent
des passants, des badauds. Bon, l'idée derrière, c'est aussi de faire un exemple et de donner un signal à la population, voilà, et de la terroriser pour empêcher de nouvelles opérations de résistance. Alors votre livre s'appelle Juliette et les visages de la résistance. Pourquoi Juliette? Pourquoi les visages? Alors les visages d'abord parce que vous y décrivez, vous dressez le portrait d'un certain nombre de ces résistants, qu'ils étaient abattus dans la nuit ou fusillés le lendemain. Et puis vous y parlez aussi de la seule femme présente au sein de ce groupe, c'est Juliette Coquille, oui, qui elle fait partie de ceux qui ont été fusillés l'après-midi du 7. Tout à fait. Elle est capturée avec son mari qui conduit l'un des deux camions qui a été intercepté. Et le lendemain, donc, ils sont conduits à la caserne du Guesclin où ils sont interrogés, si je puis dire, violemment questionnés. Et Juliette, tout au long de cet interrogatoire, fait face à ses bourreaux. Et au moment de son exécution, je crois qu'elle lève les bras, elle regarde la population de Béziers et elle dit vive la France. Alors ça fait partie des récits qui sont véhiculés à la Libération, parce que moi j'ai fait un travail qui confronte les récits mémoriels et les archives. Mais donc voilà, elle devient la figure emblématique de cette histoire, parce que c'est la seule femme et parce qu'elle fait face vraiment avec beaucoup de dignité et beaucoup d'insoumission. Alors vous parlez de Juliette Coquille, d'autres, de son mari, également de Danton Cabrol, qui était un peu le chef de la résistance de Capestan, je crois. Le chef du village de Capestan. De Capestan. Et puis vous parlez aussi de Claire Mauriac. Claire Mauriac, elle n'était pas dans le groupe des 23, elle travaillait pour la Croix-Rouge. C'est la fille de l'écrivain François Mauriac. Elle avait rien à faire là, dans le sud, mais elle a décidé de venir là pour s'engager via la Croix-Rouge dans la résistance aussi. C'est incroyable ça, ce destin aussi, celui de Claire Mauriac. Oui, c'est un chapitre qui parle de résistance civile, de résistance sans armes, parce que Claire Mauriac, elle résiste de façon désarmée, donc elle conduit des véhicules de la Croix-Rouge, une ambulance, et donc elle est placée dans le sud, dans une section de la Croix-Rouge, pour faire face à d'éventuels bombardements, secourir les blessés. Sauf qu'elle va au-delà de ça. Voilà, elle est confrontée donc à des événements tragiques, et elle va aller bien au-delà, puisqu'elle transporte dans sa camionnette des armes au profit de la résistance, puisqu'elle va contribuer à évacuer des blessés de Fongin, les rapatrier chez des médecins amis à Béziers, et même jusqu'à l'hôpital de Montpellier, elle faisant passer pour des victimes de bombardement. Donc voilà, elle s'engage, elle prend des risques absolument énormes. Pour terminer, Richard Vassakos, cette affaire donc du drame de Fongin, de l'embuscade dans la nuit du 6 au 7, il y a un monument aujourd'hui au col qui commémore ce fait de guerre, ce fait de résistance. Il y a une cérémonie qui est prévue demain, je crois d'ailleurs. Oui, absolument. Il y a des cérémonies qui sont donc évidemment reproduites chaque année. Il y a toujours une cérémonie au Champ de Mars et une cérémonie au col de Fongin qui rassemble. Champ de Mars, c'est là où il y a eu la fusillade. Voilà, la place du 14 juillet, le nom exact, mais Champ de Mars pour les Biterrois, où se trouve le mur des fusillés. Et donc voilà, ça donne lieu à des commémorations toujours importantes. C'est resté dans la mémoire collective des Biterrois, cette affaire. Moi, je qualifie cette affaire de traumatisme biterrois, c'est-à-dire que voilà, dans le livre, j'évoque le fait que chez les résistants, c'est une forme de blessure. Il y a parfois aussi des questionnements. J'essaie d'y répondre, d'apporter un certain nombre de réponses à ces questionnements qui ont pu avoir lieu après la guerre. Et puis il y a une volonté d'exorciser cet événement qui est véritablement traumatique pour les résistants. Donc voilà, il y a toute la question aussi de l'engagement qui se pose, parce que voilà, je pose la question, comment Juliette, comment des ouvriers agricoles, comment une infirmière, pourquoi se sont-ils engagés, quel était le sens de ces engagements et quels sont les risques qu'ils ont. Je recommande vraiment la lecture de votre livre. On le lit en une après-midi. Moi, je l'ai lu hier dans l'après-midi. Il y a 123 pages. En tout cas, c'est passionnant, c'est bouleversant aussi. Et puis, on rappelle que c'est un événement qui a eu lieu seulement quelques heures après le débarquement des troupes alliées en Normandie, dont on commémore aujourd'hui le 80e anniversaire. Et demain, on commémorera le 80e anniversaire de l'exécution des résistants de Fongin. Merci d'être venu nous en parler, Richard Vassakos. Bon, merci de votre invitation. Merci à vous. FranceBleu.fr pour écouter cette interview. On va continuer à parler de la guerre dans un instant avec Léopoldine Dufour. Vous le savez qu'elle nous propose des petites histoires un petit peu spéciales. Est-ce qu'on a subi des privations dans notre département de l'Hérault? Les réponses juste après. France Gall et Michel Berger, tiens, en duo ce matin dans le 6-9 de France Bleu Hérault. À 8h22, ça balance pas mal.